Quant à la régularité, elle découle de ce que l'arc-en-ciel étant un arc de cercle, à part à la régularité du cercle qui se répète d'un angle à l'autre le long des 360 degrés. Ensuite, que le météore soit soumis à un ordre naturel résulte du fait qu'il se forme à l'opposé du Soleil et que ces variations sont fonction des variations du Soleil. Enfin, que les proportions, c'est-à-dire des égalités de rapport entre des objets différents, déterminent le phénomène. Comment en serait-il autrement, puisqu'il procède de la façon dont les rayons de lumière agissent sur les gouttes d'eau et de là tendent vers nos yeux. Avec, dans le cas le plus simple, imaginez une goutte d'eau, vous avez un rayon qui atteint la goutte, qui se réfracte dans l'eau, à l'intérieur de l'eau, vous avez une réflexion, à l'issue de cette réflexion, le rayon touche encore la goutte d'eau à l'intérieur, deuxième réflexion, et puis ensuite vous avez une réfraction qui renvoie le rayon dans l'air. Or, dans le cas de la réflexion, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence et varie comme lui. Dans le cas de la réfraction, l'angle de réfraction varie comme l'angle d'incidence selon le sinus de ces angles. Or, tout cela, quoi qu'exact, ne répond pas encore à la question. Savoir que l'unité, la variété, la régularité, l'ordre, la proportion sont des caractères de ce qui est beau, ne nous dit pas ce qu'est le beau. À la question « qu'est-ce que le beau ?», on ne peut répondre par une énumération. Il convient de ramener ces caractères à l'unité et à leur raison d'être. Observons d'abord que demander ce qu'est le beau implique la réalité du beau. La beauté n'est-elle pas une chose réelle, a demandé Socrate à Hippias. Très réelle, on dit. Étante, a répondu Hippias. Mais la beauté est-elle un être, ou est-on homme? Platon, dans le banquet, nous parle d'une beauté à laquelle une existence éternelle appartient. La beauté serait une essence éternelle, une ousia. Mais alors, qu'en est-il de la beauté de l'arc-en-ciel, si fugitive? Certes, la beauté est quelque chose de réel, mais que veut dire réel? Aristote a montré contre les Éléates que l'être, c'est-à-dire le réel, se dit en plusieurs sens. Il se prend en des sens divers selon les catégories, lesquelles désignent soit un être, soit une manière d'être, qu'il s'agisse d'une quantité, d'une qualité, d'une relation, d'un lieu, d'un temps, d'une position, d'un état, d'une action ou d'une passion. Cela étant, la beauté n'est pas un être, mais une manière d'être, et plus précisément une qualité. De quoi est-elle la qualité? Pour qu'il y ait de la beauté, il faut qu'il y ait quelque chose de réel qui ait cette qualité. Ce quelque chose de réel dans le système d'Aristote est la substance, l'ousia, plus précisément la substance individuelle, le todéti. Mais ce dont on veut dire « cela est beau », c'est bien autre chose qu'un être individuel, comme ce verre d'eau sur la table. L'arc-en-ciel est beau, et l'arc-en-ciel n'est pas un être, mais un phénomène. Il appartient à l'arc-en-ciel d'apparaître à l'œil de l'observateur. Il apparaît, et sa beauté apparaît avec lui. Elle n'est pas une simple apparence, elle est la propriété d'un météore dont c'est, il est vrai, la nature de ne faire qu'apparaître. Il apparaît pour bientôt disparaître, et sa beauté avec lui. Loin d'être une substance, il est fort insubstantiel. J'ai exposé à une amie le système de Leibniz, avec ses monades, dont chacune exprime l'univers. Elle a dit « c'est beau ». Pourtant, un tel système n'est qu'une fiction. Et le nombre d'œuvres de fiction, romans, contes, on dit qu'elles sont belles. Passons aux mathématiques. Le beau, nous dit Aristote, est l'objet principal du raisonnement
des sciences mathématiques et de leurs démonstrations. Certes, les mathématiques ne parlent pas du beau, mais elles en montrent des effets, ordre, symétrie, délimitation. D'autre part, la beauté pour les croyants appartient à Dieu. Montaigne le dit. En ce cas, ce à quoi elle appartient est un être éternel, et elle est par là même éternelle, mais par accident, et non en tant que beauté. Car la beauté de l'arc-en-ciel, qui est tout autant beauté, est fugitive. Ainsi, ce qui est dit beau, avoir cette qualité qu'est la beauté, peut être aussi bien éternel qu'éphémère, aussi bien réel qu'imaginaire, c'est-à-dire de la réalité de l'imaginaire. De toute façon, la beauté a une réalité objective. Ce qui est dit beau présente les caractères du beau en général que l'on a énumérés, et cela que le substrat soit quelque chose d'éternel ou de passager, de sensiblement réel ou de forgé par l'imagination de l'artiste. Or, il ne suffit pas, ai-je dit, d'en rester à ces caractères et à leur constatation qu'ils conditionnent le sentiment du beau. Il faut savoir pourquoi il en est ainsi, et l'on aura chance de répondre si l'on cerne le problème. En laissant de côté provisoirement tout ce qui s'ajoute à la beauté pure. J'entends par là la beauté sensible. Donc je laisse de côté, pour le moment, ce que j'appelle la beauté mêlée et la beauté marquée. La beauté mêlée n'est pas pure, elle est mêlée d'utilité. Une belle route bien macadamisée, sans crevasse, un bel appartement, un beau cheval, pour qui songe à vendre ou à acheter. Quant à la beauté marquée, c'est celle de l'être humain, ou qui représente l'être humain, cela aux yeux de l'être humain lui-même. En tel cas, nous ne pouvons guère espérer dire ce qu'est la beauté à partir de la considération de la beauté humaine, tant nous lui donnons de formes diverses, dit Montaigne. Les Indes l'appellent noire et basanée, aux lèvres grosses et enflées, au nez plat et large. Nous formerions ainsi la laideur. Les Italiens la façonnent grosse et massive. Les Espagnols vidés et étriés, c'est-à-dire minces, maigres. Et entre nous, c'est-à-dire nous autres Français, l'un la fait blanche, l'autre brune, l'un molle et délicate, l'autre forte et vigoureuse. Qui y demande de la mignardise, c'est-à-dire de la grâce, de la douceur, qui de la fierté et majesté. D'autre part, d'après l'auteur du discours sur les passions de l'amour, l'on peut dire que chacun a l'original de sa beauté, dont il cherche la copie dans le grand monde. Il n'y a donc pas de critère universel. Du reste, que l'amour influe sur le jugement, bien des auteurs l'ont dit. Depuis Sappho, voici un fragment de Sappho. Les uns estiment que la plus belle chose qui soit sur la terre sombre, c'est une troupe de cavaliers ou de fantassins. Les autres, une escadre de navires. Pour moi, la plus belle chose du monde, c'est pour chacun celle dont il est épris. Vous voyez, dans le roman Tessa de Margaret Kennedy, Tessa est dite belle par Lewis qui l'aime, et elle est jugée laide par Florence qui la déteste. Du reste, c'est celui qui aime Lewis qui a raison.
je laisse donc de côté la beauté mêlée et la beauté marquée, je laisse aussi de côté la beauté spirituelle, car elle n'est pas immédiate, elle suppose une éducation, une formation. C'est soit la beauté intellectuelle, la beauté d'une démonstration mathématique, ou bien artistique, la beauté d'une aquarelle, du boléro de Ravel, ou la beauté morale, c'est-à-dire la beauté du sacrifice. Tout cela étant laissé de côté, pour le moment, reste la beauté sensible, laquelle, sans préparation intellectuelle et savante, sans éducation artistique particulière, en dehors de toute préoccupation d'utilité, et sans qu'aucun sentiment ne fausse le jugement, est immédiatement reconnue par chacun. La beauté d'une fleur, la beauté du monde, la beauté du ciel étoilé. Dans la Bible, le livre de la sagesse fait reproche aux hommes de ce que, admirant la beauté du monde, ils ne se sont pas tournés vers Dieu. D'après Anaxagore, si l'on en croit Aristote dans son Eudème, il vaut la peine d'être né et de vivre, si c'est pour contempler le ciel et les astres. Cicéron dit la même chose dans son De Natura Deorum. Dans le même ouvrage, il cite un beau passage du Peri Philosophias d'Aristote, où le Stagirite décrit l'émerveillement d'humains qui auraient toujours vécu sous la terre, même dans de belles demeures bien éclairées. Cet émerveillement, s'ils étaient soudain transportés sur la terre, soit le jour, sous le soleil, répandant sa lumière, soit la nuit, sous le ciel étoilé. Plotin s'étonne de ce que des hommes qui admirent toutes les beautés du monde sensible, ses proportions, sa régularité et le spectacle des astres, ne songent pas, saisis d'un respect religieux, à s'exclamer « Que c'est beau !» et de quelle beauté doit venir leur beauté. Certains auteurs, plutôt que de la beauté du monde, parlent de la beauté de la nature, mais l'un ne va pas sans l'autre. Dans toutes les parties de la nature, dit Aristote, il y a du merveilleux, qui Thomaston. On dit qu'Héraclite et les visiteurs étrangers qui l'ayant trouvé se chauffant au feu de sa cuisine, hésitaient à entrer, fit cette remarque. Entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine. Eh bien, dit Aristote, de même, entrons sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale. En chacune, il y a du naturel et du beau. Fusil-coup, calcanou. Voilà, l'araignée est belle. Montaigne, toutefois, qui ne s'est guère extasié dans son voyage en Italie sur les beautés de la nature. Et pourtant, il nous dit que la beauté et richesse des ouvrages de la nature fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Bien que Kant ne considère pas le beau dans sa réalité objective, il ne nie pas une telle réalité, puisqu'il se demande, je cite, « Comment expliquer que la nature est partout répandue avec tant de prodigalité de la beauté, même au fond de l'océan, où ne pénètre que rarement un regard humain ?» Schopenhauer donne, comme Montaigne, l'avantage à la nature dans la réalisation du beau, du moins dans le passage suivant. Combien la nature a le sens du beau. Le moindre coin de terre demeuré inculte et devenu sauvage, c'est-à-dire abandonné en toute liberté à la nature, pourvu que l'homme ne vienne pas porter sur lui sa lourde main, elle s'empresse de l'orner avec tout le goût possible. Elle le revêt de plantes, de fleurs, d'arbrisseaux, dont la libre croissance, la grâce naturelle et la charmante disposition attestent qu'ils n'ont pas grandi sous la férule du grand égoïste, mais que la nature a conservé ici toute son indépendance d'action. La plus petite place négligée par l'homme devient aussitôt belle. Cependant, Schopenhauer voit de la beauté partout, même dans les œuvres les plus imparfaites de l'art, pour autant qu'elles sont l'expression d'une idée. Après avoir ainsi reconnu, avec l'aide des philosophes,
le vaste champ de la beauté sensible. Revenons à notre question. Quel est le caractère essentiel qui nous fait dire qu'une chose est belle? Nous avons énuméré les 5 caractères distingués par Crousaz. Variété, unité, régularité, ordre, proportion, auxquels on peut ajouter l'harmonie et peut-être la convenance, malgré le rejet de l'Hippias majeur, car dans ce dialogue, la convenance tôt prépone n'y est comprise qu'au sens du décorum latin, alors que l'on peut entendre par convenance ce qui permet l'accord, par exemple tel massif de fleurs en cet endroit du jardin sera ce qui convient à l'harmonie générale. Or, ces différents caractères se retrouvent dans ce qui est beau, mais il n'en résulte pas qu'ensemble ils suffisent à faire que quelque chose soit beau. Tout dépend de la façon dont ils vont s'organiser. Peut-être Platon nous aidera-t-il à mettre l'accent sur ce qui est essentiel. Car, dit-il dans le Timée, le Dieu, ayant décidé de former le monde le plus possible à la ressemblance du plus beau des êtres intelligibles et d'un être parfait en tout, en a fait un vivant unique. Le monde, la plus belle des choses qui sont nées, est un vivant, Zoé. Les caractères du beau que l'on a distingués doivent ensemble offrir l'image de quelque chose de vivant. Que signifie cela? Ici, l'on peut peut-être trouver une aide du côté d'Aristote. Ce n'est pas le hasard, nous dit-il, mais la finalité qui règne dans les œuvres de la nature. Or, la finalité qui régit la constitution ou la production d'un être est précisément ce qui donne lieu à la beauté. Ainsi, l'absence de hasard, l'ordre implique la finalité. Ordre et finalité sont indissociables. La finalité signifie qu'il y a pour chaque être un développement suivant un ordre naturel vers un terme qui est l'accomplissement de cet être et qui est un bien. La beauté de la nature tient à sa finalité immanente et à l'ordre qui y règne. Ce qui est beau est l'ordre, ce qui est laid est le désordre. J'ai parlé de la beauté du monde. Je faisais abstraction de l'homme. En fait, le monde, compte tenu du désordre qui règne du fait de l'homme, est horriblement laid. Car toute la beauté enfermée dans les musées n'est rien pour qui entend les cris des victimes innocentes. Le désordre existe aussi dans la nature, mais ce n'est que le hasard. Par exemple, les semences, les grains de pollen dont chacun constitue un élément reproducteur mâle, tomberont ici ou là sous l'effet du vent. Les insectes butineront telle fleur ou telle autre. Mais alors que le désordre humain enlaidit le monde, parce qu'il est la négation de l'ordre moral, le hasard dans la nature collabore à l'ordre naturel.